La parole est maintenant au député de Lafontaine pour 5 minutes également. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous me permettrez d'entrée de jeu de vous saluer, de vous souhaiter le bonjour, évidemment de saluer mon collègue député de Verchères. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire l'interpellation et d'y aller sur le sujet qu'il a choisi. Saluer également un collègue de la deuxième opposition et évidemment mon collègue avec lequel aujourd'hui je partage son plaisir de discuter, oui, dans le contexte d'une interpellation où, comme le disait mon collègue de Verchères, il est là le bon forum dans notre système parlementaire. Il y a là un bon forum, devrais-je dire, dans notre système parlementaire où on peut approfondir des questions et on peut s'écouter. On essaie de ne pas faire de monologue, mais on s'écoute et on essaie de tirer des postulats. Et je pense qu'il est important, et j'ai écouté attentivement mon collègue de Verchères lorsqu'il faisait état, puis je le paraphrase, je ne prends pas ses mots exacts, mais il a parlé d'une certaine frustration de voir que le Québec ne s'épanouirait pas au sein de la Fédération canadienne. Et je ne pense pas trahir son propos en le résumant ainsi, et il a ciblé dans son intervention l'importance, selon la conception du Parti québécois, pour que le Québec s'épanouisse, qu'il y ait nécessairement la souveraineté du Québec. Moi, j'aimerais l'inviter à réfléchir très sérieusement sur un postulat qui, pour moi, est indéniable et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis député du Parti libéral du Québec, postulat qui fait en sorte que le Québec a su se réaliser au sein de la Fédération canadienne. Et évidemment, il le sait, il a été député fédéral de 1993 à 2005, je crois. Il dit qu'il a participé à 4 élections fédérales. Une fédération, et le Canada est loin d'être la seule fédération dans le monde, est une coopération constante et, je vous dirais, un système politique qui nécessite constamment, presque au quotidien, des échanges, de la collaboration et des ententes. Et en ce sens-là, il est important, je pense, de participer activement, non seulement au point de vue administratif, mais au point de vue électif au sein de la Fédération canadienne. Et c'est pour ça, il va de soi, il coule de source dans mon esprit, que nos représentants à Ottawa, pour le Québec, doivent nécessairement et obligatoirement être assises autour de la table des décideurs. Effectivement, mon collègue, M. le ministre, l'a souligné, c'est ce que souhaitait le Parti québécois en avril 2014, former le gouvernement pour décider, pour influer sur les décisions, faire en sorte que le Québec tire son épingle du jeu. Et en ce sens-là, je pense que les 78 députés, on est maintenant 78 députés fédéraux, on peut envoyer 78 députés fédéraux, doivent prendre une part active au sein de la Fédération canadienne. Mais j'aimerais revenir sur mon postulat, et ça participe des lectures que mon collègue de Verchères a nécessairement fait, lui aussi, lorsque l'on parle d'une évolution qui fait en sorte que le Québec, des 50 dernières années, plus particulièrement, je prends depuis la Révolution tranquille, a su tirer son épingle du jeu au sein de la Fédération canadienne. Ça, on ne peut pas le nier. Maître chez nous, Jean Lesage, 1960, réélu en 62. René Lévesque, qui a été l'un des fondateurs par la suite du Parti québécois, mais qui a participé et qui a vu de l'interne, de l'intérieur, tout ce qui a pu être fait. Jacques Parizeau a participé à la fondation de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. René Lévesque également, au sein du gouvernement libéral, a pu participer à la nationalisation de l'électricité, qui a été reprise par la suite, parce qu'on sait que c'est sous un gouvernement d'Adélard Godbout en 1944 qu'il y avait eu d'abord une première prise de possession du mouvement hydraulique au Québec. Alors, et il est important et j'aimerais le référer, j'aimerais faire référence à Mario Pollès. Vous allez dire, Mario Pollès, oui, il a participé au comité Bonin lors de la préparation du premier référendum de 1980. Il était professeur à l'INRS et en 1977-1980, avait participé au comité Bonin et a écrit par la suite, c'est beaucoup plus contemporain, en 2009, la citation suivante, et je le cite, « De l'histoire des 50 dernières années, je tire aujourd'hui la leçon que l'appartenance à la Fédération canadienne n'a pas empêché les Québécois d'avancer. Ce que les Québécois ont réalisé, individuellement et collectivement, depuis les débuts de la Révolution tranquille, n'est pas banal. Un peuple en situation d'infériorité économique et sociale s'est transformé en l'espace d'une génération en l'un des peuples les plus prospères, les plus créateurs et, j'ose le dire, les plus libres de la Terre. Peu de peuples, dont des peuples qui disposent d'un État souverain, ont réussi un virage aussi spectaculaire. » Fin de la citation. Ça, c'est Mario Pollès. « Serions-nous plus libres au lendemain d'un oui » en 2009, page 181. Alors, j'aimerais que l'on puisse discuter notamment de ce postulat que le Québec
tire son épingle du jeu et est parmi les sociétés les plus libres et prospères au monde. Merci, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le député de Lafontaine, vous avez 5 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez me permettre en 2 temps, dans un premier temps, de poursuivre ma tentative, mais je ne passerai pas 5 minutes là-dessus, d'établir un postulat avec mon collègue de Verchères sur le fait que le Québec a tiré de façon remarquable et formidable son épingle du jeu au sein de la Fédération canadienne. Si on pouvait s'entendre là-dessus, Monsieur le Président, on pourrait peut-être faire un rapport commun. Je ne sais pas si on peut faire un rapport commun à la fin de l'interpellation sur des propositions qui nous apparaissent évidentes. Et vous remarquerez, Monsieur le Président, que je prends soin de ne pas prendre des citations de gens qui sont fédéralistes, qui l'ont été toute leur vie et qui... Je vais référer à l'ancien collègue Joseph Facal, chroniqueur, qui a été ministre, député du Parti québécois, ministre du Parti québécois, et qui lui aussi arrivait au même postulat. On se rappelle Mario Polaise, qui a fait partie des chercheurs qui ont préparé le premier référendum de 80 et qui, après, en 2009, dans son livre, a reconnu que le Québec avait tiré son épingle du jeu au sein de la Fédération canadienne et que lorsqu'il enseignait, trouvait assez dérisoire de dire à ses étudiantes et étudiants qu'il faisait partie d'un peuple opprimé, parce qu'en 2009, lorsqu'il écrivait cela, ce n'était plus du tout la réalité des choses et le discours, malheureusement, du Parti québécois, et je le dis de façon très respectueuse, ne tient plus la route. Joseph Facal, dans son livre de 2010, intitulé « Quelque chose comme un grand peuple », à la page 12, et je le cite, « L'affirmation économique, politique, culturelle du peuple québécois au cours des dernières décennies doit se lire comme une des grandes réussites du monde occidental. » Fin de la citation. Page 12. Le Québec, une grande réussite du monde occidental. Monsieur le Président, excusez du peu, c'est pas un député libéral qui le dit, c'est un acteur politique, ancien député du Parti québécois, ministre du Parti québécois, qui le reconnaît. Allons plus loin à la page 130 de son livre 2010, « Quelque chose comme un grand peuple ». Joseph Facal écrit, et je le cite, « Il y a d'abord le fait indéniable que le Québec a réussi à se moderniser et à prospérer à l'intérieur du système politique canadien. Le Québec a progressé au sein du Canada. » Fin de la citation. Quand on dit, et je cite Facal, « à l'intérieur du système politique canadien », ça veut par définition dire à l'intérieur notamment du Parlement, à l'intérieur du cabinet des ministres et lors des rencontres, lors des réunions, lors des décisions autour de la table, là où les décisions se prennent quant à la perception de nos taxes et impôts et à la façon dont elles seront investies et dépensées, bien, c'est là où le Québec doit avoir une voix forte. Alors ça, c'est Joseph Facal qui en faisait état. Et je pourrais longuement également citer le livre de Jacques Parizeau, « Souveraineté hier, aujourd'hui et demain », qui faisait état lui aussi, comme je l'avais fait un peu plus tôt, que dans le cadre de la Révolution tranquille, il y avait eu des avancées remarquables au sein du gouvernement, au sein du Québec, qui est au sein du Canada. Il a fait référence, effectivement, moi je l'ai pu, Monsieur le Président, mon gilet de 1993. Je ne sais pas si le collègue de Verchères l'a gardé. Il y a un gilet, et c'est nul autre que Lucien Bouchard qui en faisait état, le 20 août 2014. Et je le cite, le 20 août dans le Devoir, et les gens peuvent aller voir la référence. Le titre, « Le Bloc dilue le pouvoir politique du Québec à Ottawa, selon Bouchard. » 20 août 2014, la presse canadienne. Et je cite Lucien Bouchard, « J'ai un gilet que j'ai conservé. C'était du matériel de campagne. Et c'est écrit là-dessus, j'ai travaillé à la première et dernière campagne du Bloc québécois avec le logo du Bloc. Je ne l'invente pas. » Fin de la citation. Ça, c'était Lucien Bouchard. Il y a à peine un an. Père fondateur, un des fondateurs du Bloc québécois en 1990, auquel je m'étais rallié moi aussi. Je n'ai pas gardé mon gilet de 93. Mais Lucien Bouchard, force est de constater, vient faire ce constat. Parce qu'on parlait par la suite, mon collègue de Verchères a parlé de René Lévesque sous un gouvernement libéral de Jean Lesage, qui avait su faire, qui avait fait un passage souverainiste et qui s'était inscrit dans le beau risque. C'est quoi le beau risque? Le beau risque, c'était de dire, si on fait la démonstration que le Canada, ça fonctionne, on vient de torpiller notre option souverainiste. C'était ça le beau risque, et il prenait le beau risque. Mario Polaise vient de conclure que le beau risque s'est réalisé. Joseph Facal conclut aussi que le beau risque s'est réalisé. Le Québec sait faire au sein de la Fédération canadienne, et dans le contexte actuel, avec le Bloc québécois, force nous est
lorsqu'on veut mieux pour le Québec, de faire écho des propos de Lucien Bouchard, qui dit « Le Bloc québécois, c'est lui qui le dit, dilue le pouvoir du Québec à Ottawa. » Ça, personne ne veut ça. Merci, M. le député de Lafontaine. La parole est maintenant au député de Lafontaine pour 5 minutes. Beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je salue la présence ce matin de notre collègue de Deux-Montagnes qui représente la coalition Avenir Québec. Et je suis heureux de constater qu'il aura un second bloc pour nous aider à faire de la lumière sur ce qui m'apparaît être. Et il me corrigera si j'ai tort, j'en demande pas mieux. Nous ne sommes pas souverainistes, nous ne sommes pas fédéralistes, bien au contraire. Il faudrait définir le bien au contraire. Mon collègue également tente d'apporter sa pierre dans cet édifice qui, ma foi, peine à s'édifier, en disant non, ils sont pas ni souverainistes ni fédéralistes, ils sont souverainistes et fédéralistes. Alors, à un certain moment donné, la coalition Avenir Québec devra se faire une tête, devra préciser des éléments qui sont toujours dans les parages. Par exemple, qu'adviendra-t-il du moratoire de 10 ans en 2022? Comment ça, moratoire de 10 ans? Mon collègue de Deux-Montagnes n'est pas sans savoir que le chef de la coalition Avenir Québec affirmait qu'il ne militera plus pour la souveraineté, du moins pour les 10 ans à venir. Et là, je cite, Monsieur le Président, un article du Devoir du 14 juin 2011, ce qui fait en sorte que de 2011, 10 ans plus tard, on était à 2021-2022. Le sort du projet souverainiste sera décidé par la prochaine génération, a tranché aujourd'hui le fondateur de la Coalition Avenir Québec. Alors, le chef de la Coalition Avenir Québec a tranché en 10 ans, et il le disait en 2011, moratoire sur les référendums jusqu'en 2022. J'aimerais savoir de mon collègue de Deux-Montagnes, qui représente la Coalition Avenir Québec, qu'adviendra-t-il au lendemain de ce moratoire-là? Y aura-t-il un prolongement du moratoire? Et comment pouvons-nous, lorsqu'il affirmait, et c'est le deuxième élément sur lequel j'aimerais revenir, et je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous connaissez Henri Guillemin. Henri Guillemin est un historien, fameux historien, dont j'adore les capsules, évidemment, qui paraissaient sur la télévision française dans les années 50, 60 et 70 et qui aimait beaucoup conserver les documents, aimait beaucoup les citations et je m'en inspire beaucoup. Et j'ai été capable, non sans peine, de mettre la main sur un document daté de mai 2005 qui s'appelle « Finances d'un Québec souverain », qui a été écrit en mai 2005 par l'actuel chef de la coalition Avenir Québec et qui disait, Monsieur le Président, qu'un Québec souverain, sur 5 années, engrangerait des profits de 17 milliards. Il faisait une analyse sur plusieurs pages et j'aimerais l'entendre sur sa méthodologie, Monsieur le Président, parce que celles et ceux qui nous écoutent à la maison, il prévoyait faire des projections budgétaires d'un Québec souverain, projections sur 5 ans. Y allait-il avoir un revenu, un bénéfice ou un déficit? Il disait non, il va y avoir un bénéfice de 17 milliards sur les 5 prochaines années, mais en prenant une seule année de référence, 2003-2004. Alors, sur une tête d'épingle, il faisait une projection sur les 5 prochaines années et arrivait, et c'est l'actuel chef de la Coalition Avenir Québec, qui disait « L'étude a consisté à comparer sur un horizon de 5 ans les finances du Québec comme pays souverain et comme province canadienne. » Et il disait « Le Québec doit être souverain. » C'est le chef de la Coalition Avenir Québec qui disait ça en 2005. Étude étoffée, étayée, dont je questionne la méthodologie, parce que quand on prend juste une seule année de référence, lorsqu'on connaît les variations d'une année à l'autre, vous pouvez avoir des résultats tout à fait distincts. Et il concluait, les gains de la souveraineté peuvent aussi être chiffrés à 17 milliards sur un horizon de 5 ans. Mais le chef de la Coalition Avenir Québec, qui est comptable, je crois, de formation, évidemment, voulait s'assurer que ça tenait la route. Alors, il avait demandé à l'époque à 5 experts. Et là, moi, je ne ferai pas grief à notre actuel collègue de Rousseau, qui est le porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances et revenus. Je ne ferai pas grief à mon collègue de Rousseau, qui est souverainiste, qui avance ses arguments, visière levée, qui, lui, à l'époque, disait « Oui, cette analyse tient la route ». Il était l'un des 5 experts qu'avait retenu l'actuel chef de la Coalition Avenir Québec pour dire « Oui, ça tient la route ». Maintenant, 2 choses l'une. Le chef de la Coalition Avenir Québec a commis une erreur en 2005.
n'aurait pas pu conclure et n'aurait pas dû conclure qu'un Québec souverain engragerait sur 5 ans 17 milliards de bénéfices. Donc, il s'est trompé ou aujourd'hui, il veut mettre de côté ce qu'il disait à l'époque comme étant des bénéfices d'un Québec. Faudrait savoir, j'aimerais savoir la position. Merci, Monsieur le député de Lafontaine. Ça met fin à votre temps. La parole est au député de Lafontaine pour 5 minutes. Monsieur le Président, vous me permettrez très rapidement de revenir sur l'affirmation de mon collègue de Verchères par rapport au beau risque auquel j'ai fait référence un peu plus tôt de René Lévesque lorsqu'il disait, bon, ben ça y est, le beau risque s'est concrétisé, le Québec n'a plus de demande. Mon collègue, le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, est à pied d'œuvre, vient de le démontrer dans plusieurs dossiers. Une fédération, puis il y en a plusieurs dans le monde, des fédérations qui sont des succès, comme le Canada en est un, comme le Québec qui participe activement. Le Québec doit être autour de la table des décideurs. Le Québec, par la voix de son gouvernement aussi, doit pouvoir faire ses représentations. Et c'est une coopération de fédération. Une fédération, on est condamné à coopérer. Évidemment, il y a des dossiers qui sont un petit peu plus difficiles, un peu plus épineux, mais l'objectif au sein de la Fédération, c'est d'aller chercher, évidemment, ce qui fait en sorte que le Québec puisse se réaliser, faire grandir le Canada également. Et nous avons une histoire commune et un avenir commun au sein de la Fédération canadienne. Et ça, force est de le constater. C'est pas juste moi, j'ai fait référence à Mario Pollet, j'ai fait référence à Joseph Facal là-dessus. Le Québec a su tirer son épingle du jeu. Et quand on n'est pas autour de la table des décideurs, parce qu'évidemment, l'interpellation aujourd'hui, et je suis content que mon collègue, le ministre en charge du dossier, fait état de façon très précise et très concrète des enjeux de l'actuelle élection fédérale et vient préciser, vient redire et réaffirmer quelles sont les demandes du Québec. Et on sera là, comme on l'a été dans le passé, pour défendre les intérêts du Québec et faire en sorte que cette fédération, qui est notre pays, puisse évidemment nous apporter les bénéfices nécessaires. Et j'aimerais, sur cette importance, parce que je ne l'ai pas fait et je le sais que mon collègue de Verchères est féru également de citations, j'aimerais terminer par une dernière citation quant à l'article du 20 août 2014 dans Le Devoir, presse canadienne. Le Bloc dilue le pouvoir politique du Québec à Ottawa, selon Bouchard. Une dernière citation que je n'ai pas eu l'occasion de lire un peu plus tôt, et je cite Lucien Bouchard, il y a 1 an, « Quand vous envoyez à Ottawa 30, 40, 50 députés, comme on le faisait autrefois, il y a de fortes chances que des poids lourds ne soient pas au cabinet à observer l'ex-premier ministre. Quand on est autour d'une table, tout le monde, si vous êtes là, vous allez en arracher pour le Québec. » Fin de la citation. Il faisait référence à quoi? Il faisait référence au fait qu'une délégation québécoise, des députés, femmes et hommes, qui œuvrent au sein d'un gouvernement fédéral, comme le disait Lucien Bouchard, vont en arracher pour le Québec, vont obtenir des gains pour le Québec. Il faut être autour de la table, parce que lorsqu'il y a absence, bien évidemment, on ne prend pas notre rôle de leader. Et c'est ce que le Parti libéral du Québec, qui a été fondé lui aussi en 1867, qui lui aussi va fêter en 2017 son 150e anniversaire, a toujours été un moteur d'évolution pour le Québec au sein de la Fédération canadienne. Il disait le beau risque, et il faut faire attention, là, le député de Verchères disait « Ah, le beau risque s'est matérialisé, le Québec... » Le beau risque n'était pas pour le Québec, Monsieur le Président, le beau risque était pour le Parti québécois. Parce que le beau risque de Lévesque était de dire si nous participons activement et de bonne foi et collaborons et coopérons avec la Fédération canadienne et avec les entités fédérales, nous, du Parti québécois, nous courons le risque de démontrer le non-fondement de notre option souverainiste. Si ça fonctionne, pourquoi ne participons-nous pas à bonifier notre fonctionnement fédéral? Et c'était ça le beau risque. Et le beau risque s'est matérialisé pour le Parti québécois. Et je n'irai pas à citer Parizeau, M. Landry, le premier ministre Jacques Parizeau, l'ex-premier ministre Landry, qui disait que le Parti québécois doit pouvoir carburer sur des crises. J'ai les citations, je ne les ferai pas, parce que mon collègue de Verchères les connaît très, très bien. Mais lorsqu'on parle du beau risque confirmé par le Parti québécois pour le Parti québécois, rappelons-nous de la fameuse tournée, M. le Président, des Mousquetaires. 3 anciens députés du Parti québécois, nommément Alexandre Bourdeau, Stéphane Tremblay et Jonathan Valois, avaient, en juin 2004, fait une tournée du Québec et avaient constaté, et je cite leur rapport de juin 2004 à la page 11, parlait de la génération des jeunes à l'époque, qui étaient, je crois, les 16-25 ans, on me corrigera si j'ai tort. On disait cette génération consciente de ses moyens, de ses capacités. Le Québec de ces jeunes n'est pas le Québec de la soumission, ni même celui du rattrapage. Le Québec d'aujourd'hui en est un de réussite,
d'exploit et d'ambition. Ça, c'était la photographie de 3 députés du Parti québécois en 2004. Il est là le beau risque matérialisé pour le Parti québécois. Une génération qui ne se reconnaît pas du tout au sein du Parti québécois et dont je fus partie, parce que moi aussi, j'avais eu mon gilet du Bloc québécois en 93, disant que c'est la première et dernière élection. Alors, quand on fait écho des propos de Lucien Bouchard, c'est important d'être Merci, acteur Monsieur le député de présent. Lafontaine. La parole est au député de Lafontaine pour 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que c'est mon dernier bloc. Et j'ai aimé cet échange, Monsieur le Président, qui s'est fait de façon, somme toute, très, très respectueuse. Nous ne partageons pas, évidemment, la même vision, nous ne partageons pas, évidemment, la même approche. Et je fais mien, de façon très, très convaincue, les propos que vient de tenir le ministre, qui fait écho au constat historique, constat politique d'acteurs qui ont déjà été, comme le député de Verchères, a été membre, entre autres, notamment, du Bloc québécois et ont été députés à Ottawa. J'ai eu l'occasion de citer Lucien Bouchard, qui disait carrément que le Bloc québécois dilue la présence du Québec au sein de la Fédération canadienne. Je pense que les gens qui nous écoutent à la maison peuvent très, très bien reconnaître cette réalité. Quand tu n'es pas assis autour de la table, là où la décision se prend, c'est pas la meilleure façon de défendre tes intérêts. Je vous dirais même, Monsieur le Président, que c'est une voie qui n'est aucunement fructueuse. Et en ce sens-là, il y a une élection fédérale, il y aura élection le 19 octobre prochain pour choisir le prochain gouvernement fédéral, pas pour choisir l'opposition, pour choisir le gouvernement. Il y aura, par définition, une opposition qui fera son travail, comme le fait l'opposition du Parti québécois, comme le fait l'opposition de la Coalition Avenir Québec et des députés indépendants. Mais les décisions se prennent par un gouvernement. Nous devons avoir au Québec des représentantes, représentants qui connaissent bien la réalité. Nous sommes tous des députés, on connaît bien nos comtés. Lorsque nous ne siégeons pas, nous sommes dans nos comtés, on rencontre les citoyens, on prend le pouls du Québec et on fait en sorte, évidemment, autour de la table des décideurs, de défendre les positions de nos citoyens et citoyennes. Le député fédéral et le collègue de Verchères le sait mieux que moi, pour l'avoir été de 1993 à 2005, pendant 12 ans. Il faut être autour de la table des décideurs. Il faut faire en sorte que, et le ministre a réaffirmé ce qui a été l'histoire du Parti libéral du Québec, de toujours défendre les intérêts et les juridictions du Québec au sein de la Fédération canadienne. Et ça passe par la coopération. Je ne veux pas utiliser les documents que j'ai devant moi de façon bassement partisane, mais force est de constater, et je le dis avec le plus haut respect, une question d'approche, une question de vision. Lorsque notre actuel collègue de Lac-Saint-Jean était ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, ça a pris plus d'1 an pour avoir au sein de son cabinet une personne qui allait s'occuper des affaires intergouvernementales canadiennes. Il y avait évidemment un attaché politique, et ça datait du 31 octobre 2012, donc élection septembre 2012, nouveau ministre du Parti québécois des Affaires intergouvernementales canadiennes. Il y avait un attaché politique qui s'occupait de la gouvernance souverainiste. Questions ont été posées en Chambre. 1 an par la suite, le 3 octobre 2013, ce même attaché politique qui était en charge de la gouvernance souverainiste est devenu en charge des affaires intergouvernementales et de la gouvernance souverainiste. Et l'évolution s'est poursuivie jusqu'à la veille des dernières élections, le 11 février 2014, où ce même attaché politique est passé de, jadis, gouvernance souverainiste à affaires intergouvernementales canadiennes et gouvernance souverainiste, et là, il a terminé sa course à dossier constitutionnel. Il faut résolument, comme le fait le ministre, comme le fait son équipe, participer à la Fédération canadienne, être là où les représentations se font, porter la voix du Québec, parce que personne d'autre que les Québécoises et Québécois, par leur représentation, qui pourront mieux le faire. Et cette voix, et c'est tout à l'honneur du député de Verchères de vouloir faire porter notre attention à cette Assemblée nationale, notre Assemblée nationale du Québec, sur le débat, justement, au sein de la Fédération canadienne sur une élection fédérale. Tout à fait. Il faut s'y intéresser à ces questions-là. Et l'appel, moi, que je reçois du député de Verchères, il faut non seulement s'y intéresser, mais il faut se poser la question, qui est le plus à même de livrer? Qui est le plus à même de livrer les aspirations, les revendications du Québec qui ont été exprimées par la voix de notre premier ministre, et je fais un clin d'œil
évidemment, à mes collègues. Les 125 députés de l'Assemblée nationale ici ont à cœur de défendre les intérêts du Québec et ont à cœur aussi que ça ne demeure pas, évidemment, que des revendications, mais que ça se transpose dans des décisions. Et ça, le collègue de Verchères, un homme intelligent, le sait très bien, il faut être autour de la table des décideurs. Et je salue son initiative. Et la question revient donc, qui, dans le débat fédéral, et la réponse appartient aux Québécois, est le mieux à même de livrer pour le Québec? Merci, M. le député de La Fontaine.